Dans le 11-12, c'est le moment de retrouver le dossier. Pour ce faire, j'ai le grand plaisir d'accueillir en studio Louis Graveran. Bienvenue Louis Graveran, derrière ce micro. Bonjour Monsieur Navarre, toujours le plaisir de vous retrouver. Alors je précise bien sûr aux auditrices et aux auditeurs, alors le plaisir est partagé tout d'abord, que vous êtes président de CLCV, c'est Consommation, Logement, Cadre de Vie, et chaque mot a bien son sens. Une association de défense des consommateurs bien connue et reconnue. Louis Graveran, c'est vrai que vous nous avez sensibilisés à différents sujets autour de la construction, notamment au cours de vos dernières interventions. C'est donc une fois tous les 15 jours, en alternance, on va en reparler en fin d'émission. Et bien là, vous souhaitez nous entretenir du dégât des eaux. Quoi faire? Et déjà redéfinir aussi ce qu'est un dégât des eaux en fait. Oui. Alors d'abord, tout le monde est en général confronté au problème du dégât des eaux. On en a toujours au moins un dans sa vie. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un dégât des eaux? On peut se poser. Alors, un dégât des eaux, ça se définit comme étant. Alors, je ressors la définition juridique. Un dégât des eaux se définit comme étant l'ensemble des dégâts occasionnés par l'action de l'eau à des biens mobiliers et ou immobiliers. Pour se prémunir de ces conséquences matérielles et financières, il est donc opportun de souscrire une police d'assurance dégâts des eaux dans son contrat multirisque habitation. Ce n'est pas une obligation. Quand on est tout seul dans sa maison, ça regarde que soi, mais on en subit les conséquences et on assume. Par contre, quand on est on est locataire, copropriétaire ou autre, c'est une obligation. Alors, qu'est-ce qu'on considère comme un dégât des eaux? Alors, ce sont les dommages généralement couverts, sont les dommages résultant de fuites. Alors, sur les joints de bac à douche, de rupture de canalisation, c'est le décrochement de l'arrivée d'eau de la machine à laver qui se trouve sous l'évier, on n'a pas vu, ça coule, et on s'en rend compte au moment de la vidange. Ou des débordements, par exemple la baignoire, parce qu'on n'a pas fait attention, on a bouché le trop-plein et ça passe par-dessus. Ou un défaut sur une machine, un lave-linge par exemple, ou un lave-vaisselle. C'est ce qu'on appelle les appareils à effet d'eau d'une manière générale. Mais on peut avoir aussi d'autres choses, une fuite sur la toiture, on peut citer pas mal d'exemples d'une fuite sur la toiture, des infiltrations au travers d'un mur, des remontées d'eau dans les eaux usées. Quand on est au rez-de-chaussée, on a le bac à douche qui est le plus bas, donc c'est lui qui récupère toutes les eaux usées, c'est le premier qui alerte tout le monde. C'est pas agréable, mais c'est impressionnant effectivement. Il est aux premières loges. Alors, quand on a ça, voilà en gros ce que c'est qu'un dégât des eaux. Maintenant, en général, on a un contrat multirisque habitation qui inclut dans les clauses, outre le vol, l'incendie, etc., c'est à la carte, le dégât des eaux. Il faut bien lire son contrat pour voir ce qui est garanti. Il y a des contrats. Alors, tous les contrats garantissent ces infiltrations par les toitures, les dégâts des eaux par les appareils à effet d'eau, mais tous ne garantissent pas les infiltrations au travers des murs, par exemple. Les remontées d'eau venant du sous-sol. Il y en a un certain nombre de Ça dépend de la configuration aussi du terrain, comment ça est dépend, construite la maison, ça dépend, à quel endroit. Ça dépend du contrat qu'on a souscrit. Ouais. Il y a des clauses qu'on trouve dans tous les contrats. Mais le contrat, il tient compte aussi de la spécificité du contexte, de la configuration. Il tiendra compte de la configuration, à condition qu'on en ait parlé à son assureur, qui vous dise ça peut être, ça je peux assurer, ça j'assurerai pas. Et donc on peut, en général, mais ça c'est pas une affirmation brute, les mutuelles ont un kit d'assurance qui garantit un certain nombre de choses, comme les assureurs des compagnies de banque, des banques. Par contre, les assureurs qui sont indépendants, qui ne sont pas des mutuelles, peuvent vous faire un truc à la carte. Donc on peut garantir beaucoup de choses. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut discuter avec son assureur pour dire ce que vous me garantissez. Si j'étais le cas, vous me le prenez en compte, oui ou non. La tarification va changer, bien évidemment. Mais on est au courant. Et il faut bien poser toutes ces questions, parce que le jour où on a un sinistre,
On se replonge dans son contrat, puis on dit ah mince, c'est pas garanti, ça va être pour ma pomme. Voilà. Alors que si on a bien ficelé ça autour, Ok. voilà. Donc, donc il faut relire son contrat. Et il faut aller voir son assureur de temps en temps pour dire il faut que je fasse un peu le point, qu'est-ce qui a changé, est-ce que vous pouvez me conseiller, etc. Non, mange pas pain, ça c'est gratuit. Hein. Après ça, ça dépend des décisions qu'on prend. Alors d'une façon générale, quand on a un sinistre des dégâts des eaux, il faut faire une déclaration de sinistre à son assureur. C'est la première des choses. Qu'on soit locataire, propriétaire, syndic, peu importe. On est le lésé, on fait sa déclaration. Et on l'a fait comment, cette déclaration? Alors, on l'a fait déjà par mail ou par lettre commandée. Donc, un courrier électronique, il fait quand même... ça laisse des traces. Ça laisse des traces. Voilà, il faut des traces. Il ne faut pas se contenter d'un appel téléphonique, ça ne suffit pas. Même d'un enregistrement... Donc, et puis ensuite, il faut faire le constat amiable dégâts des eaux. Par qui? On fait, alors c'est comme un dégât des eaux auto. Hein, on a un choc avec son véhicule, on a une case A, une colonne B. On est par exemple A, donc on va décrire qu'on est locataire, propriétaire, qu'on a constaté de l'eau à tel endroit, qu'on a des dommages à tel et tel endroit. Mais c'est nous qui le faisons, le constat? Oui, et puis après ça, on va avoir la partie adverse, qui est ou la copropriété, ou la ville, ou le locataire de l'étage du dessus, etc. Donc une photographie, dans un premier temps, on liste tout ce qu'on a vu, et après on va voir l'autre personne susceptible d'être concernée, et pour qu'il le remplisse. Et quand on l'a fait, il y a 3 exemplaires, il y en a un qu'on garde, et on en envoie un de chaque côté à son propre assureur. Comme pour une voiture, ça marche exactement pareil. Et puis... il faut, moi le conseil que je donne, il faut tout de suite se lancer dans des devis de réparation. Alors c'est pas la peine d'en faire 3, on en fait un seul, ça suffit. Y compris quand on est victime d'un dégât? Y compris quand on est victime, on doit justifier de son dommage. À partir du moment où on justifie de son dommage, avec un devis, on a justifié de son dommage. Si la partie adverse n'est pas d'accord, c'est son problème, elle fera d'autres devis. Même si une personne est locataire même si on est locataire. On est locataire, on a des papiers peints qui sont endommagés. Les papiers peints appartiennent en principe aux locataires. Et les devis sont payants ou gratuits? Alors ça dépend des entreprises. En général, ils sont gratuits. Et puis à ce moment-là, on demande au syndic quelle est l'entreprise qui travaille habituellement. Donc ils vous disent c'est un tel, vous l'appelez. Oui, je suis au courant. Vous conseillez quoi? 2-3 devis pour un seul. Un seul? On doit justifier de son dommage. Donc à partir du moment où on a fourni un devis, on a justifié de son dommage. Okay. Ça suffit. Après ça, si... Ça coûte combien, vous savez à peu près, Louis Gravant? Vous pouvez nous donner un ordre d'idée au niveau financier, combien ça coûte un devis, si en l'occurrence il est payant? Ça va tourner entre 40 et 50 euros à peu près. Ça peut être remboursé éventuellement si la personne est considérée comme victime ou pas? En général, l'entrepreneur qui intervient, s'il vous fait payer le devis, il vous écrit... voilà le devis. Si le devis est signé, je déduis de ce montant-là le fait que je vous ai fait payer le devis. Voilà. En général, pour des dégâts des eaux, ils sont habitués, ils savent. Pour donner un chiffre, on peut un dommage sur un mur ou un plafond, quand il s'agit que de refaire de la peinture, on compte 30 euros du mètre carré. Ok, ça donne un ordre de grandeur. Voilà. Ouais, j'allais dire un plafond, 400, 500 euros. Voilà. Alors, dans tous les cas, il faut prévenir son assureur le plus tôt possible, en principe dans les 72 heures. C'est ce qu'écrivent tous les contrats d'assurance. Si on ne le fait pas, à moins qu'on ait des raisons bien particulières, on est absent, on est en vacances, on rentre au bout de 8 jours, on ne pourrait pas le savoir. Mais en principe, c'est 72 heures, et si on a dépassé ces 72 heures, ça figure dans les clauses du contrat. L'assureur est en droit de vous dire, comme vous n'avez pas déclaré suffisamment tôt, vous avez permis une aggravation du sinistre, donc l'aggravation, moi, je ne la couvre pas. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, il faut lire son contrat d'assurance. C'est valable pour le vol. Si on ne ferme pas à clé une porte-fenêtre, on rentre par là. Il n'y a pas de garantie, il n'y aura pas de garantie vol. Alors ça s'applique qu'on soit locataire, en vide ou en meublé. Quand on est propriétaire, occupant ou non, pour une maison individuelle, quand on est copropriétaire dans un immeuble, qu'on soit occupant ou qu'on le donne en location.
Voilà. Donc là, alors après ça, bien souvent, on va être obligé de faire une recherche de fuite. Alors la recherche de fuite, c'est toutes les investigations qui sont nécessaires, destructrices ou non. Alors je prends un exemple destructrice. On a une fuite au niveau de la bonde d'un bac à douche. Pour savoir si c'est vraiment ça, il faut casser le bac. Et puis, bon. Et C'est puis, pas quand même rien. Hein. Comment ? C'est quand même pas rien ce que vous nous C'est quand dites. même pas rien. Ça Ou alors engage on fait un quelque trou chose. dans un placo pour Ouais. voir si la fuite arrive bien par en dessous. Destructrice ou non. Non destructrice, par exemple, c'est on met un gaz colorant dans les canalisations d'eau ou d'évacuation, et puis chaque fois qu'on voit de la fumée qui sort, on dit là c'est pas étanche. C'est pas pour autant que c'est la cause du sinistre, mais c'est une présomption. Donc c'est destructrice ou non destructrice. Alors c'est les investigations nécessaires à l'identification de la cause et ou à l'origine du dégât des eaux. Alors ça c'est pour prévenir les biens et éviter l'aggravation du sinistre. Par exemple, si une fuite sur le bac à douche, j'allais dire vulgairement, on met un scotch pour tenir pendant 8 jours, pour prévenir, pour éviter que l'eau continue de s'aggraver. Hein. Mais ça, c'est simplement de la réparation provisoire. On peut pas... Alors, ces investigations... Alors, ça comprend la remise en état des dommages causés par les investigations. Donc, je casse le bac à douche, il faut remplacer le bac à douche. Les franchises, les plafonds de garantie, les conditions de garantie, les règles proportionnelles de prime, quand on est assuré pour un F3 alors qu'on a 4 pièces, hein, il y a une réfaction de prime. Tout ça, quel que soit le montant, ça fait partie des choses qui sont dues au titre des investigations, qu'on soit responsable ou pas responsable. Alors, par principe, la réparation de la cause est toujours exclue de la recherche de fuite, sinon c'est l'assureur du sinistre, sinon c'est l'assureur qui ferait l'entretien de l'immeuble. Ça serait trop facile. Le locataire ou l'occupant sera indemnisé pour les embellissements. Alors on appelle par embellissement, c'est peinture, papier peint, revêtement de sol. Le parquet flottant qui, quand il a pris l'eau, il fait ce qu'on appelle les tuiles. Hein, donc ça, il n'y a qu'une solution. On l'enlève, on le met à la poubelle et on en remet un autre. Le propriétaire, lui, sera indemnisé pour les dommages relevant du propriétaire. Sauf s'il est occupant. S'il est occupant, il est comme un locataire. Il touchera les indemnités en tant qu'embellissement, mais il touchera aussi les indemnités en tant que propriétaire. Par exemple, il y a du placo à refaire, le propriétaire touchera le placo. Sauf convention particulière pour le locataire. Et puis le copropriétaire dans un immeuble, lui, il sera indemnisé pour ce qui lui appartient, c'est-à-dire s'il est occupant, les embellissements, s'il n'est pas occupant, les parties privatives, et le syndic interviendra pour tout ce qui est partie copropriété, ce qu'on appelle les parties communes. Alors maintenant, un cas simple, on est dans une maison individuelle, on est locataire ou propriétaire. Et bien là, c'est simple, on fait la déclaration de sinistre à son assureur, on fait toute la procédure que je viens de dire. Et puis, il y a 2 seuils à connaître. 1 600 € hors taxe, précise bien hors taxe. L'assureur ne missionne pas nécessairement un expert. C'est donc tout l'intérêt d'avoir des devis, parce qu'on dit à l'assureur, voilà, j'en ai pour telle somme. Et l'assureur peut indemniser sans envoyer d'expert. Il peut envoyer un expert, tous les cas sont possibles. Quand on est entre 1 600 € et 5 000 €, l'assureur désigne un expert, c'est obligatoire. Et s'il y a plusieurs personnes en cause, c'est lui qui gère le désordre, le sinistre. C'est à lui de faire les appels en cause, etc. L'occupant ne va pas s'en occuper. Donc, alors l'assureur peut indemniser son client, soit par estimation, en accord avec l'assuré, soit sur facture et étiquette caisse. C'est par exemple le déshumidificateur qu'on a acheté, il faut bien garder la facture. J'ai eu le cas encore il y a 2-3 jours.
soit sur la base de devis. Et c'est toute l'importance du devis. C'est préférable d'avoir des devis plutôt qu'une estimation de l'expert, parce que même si l'expert est de bonne foi, il oubliera. Il va vous dire, bon, allez, il y a tant de mètres carrés, je vous donne tant par mètre carré, ça fait tant. Mais l'entrepreneur, quand il vient pour chiffrer, ben, il se déplace, il y a un déplacement. Il est obligé de protéger les meubles, ou, etc. Ça a un coût, plus la peinture, le papier peint, etc. Donc il est préférable d'avoir un devis plutôt que de prendre l'estimation de l'expert. Voilà. Et puis on sait tout de suite si on est au-dessus ou en dessous du seuil de 1 600 € hors taxe. Alors maintenant, on se trouve dans une copropriété. Dans une copropriété, on est soit locataire en vide ou en meublé, soit copropriétaire occupant, soit copropriétaire en vide parce qu'on n'a pas de locataire, soit on est la copropriété, donc les parties communes. Et donc là, s'applique une convention qui est la convention IRSI. Alors IRSI, ça veut dire indemnisation et recours des sinistres d'immeubles. Tous les dommages inférieurs à 5 000 € hors taxe sont pris en charge au titre de l'assurance du déclarant qui missionne un expert. Et donc c'est lui qui gère le sinistre. Alors, alors pourquoi on fait ça? Parce que si on met 2 experts, on va chicailler pour disant non, moi j'en prends 75%, ah non, t'en prends 50%, ça c'est trop cher, ça c'est pas assez cher. Il est là pour compte commun. Et puis, quand il y a une convention avec les assureurs, eh ben, c'est lui qui fixe le coût, les responsabilités, tout, il se débrouille. Et nous, on est assurés tout de suite. Et quand on est au-dessus de 5 000 € hors taxe, alors là, c'est plus la convention IRSI qui s'applique, c'est ce qu'on appelle SIDCOP, c'est-à-dire chaque partie a prévenu son assureur et chaque assureur désigne un expert. Et là, on discute. Ça peut demander du temps. Bon, quand c'est... Alors maintenant, il y a un autre cas qui est le recours contre les entreprises. Quand un travail est fait ce qu'on appelle vulgairement sous garantie décennale, c'est-à-dire ça va de 0 à 10 ans, la première année, l'entrepreneur doit réparer les causes et les conséquences. Les causes et les conséquences. Quand on est entre 1 et 2, c'est ce qu'on appelle la garantie biennale, donc de 2 ans, qui commence après la garantie d'1 an. Et là, il faut faire agir la responsabilité civile décennale de l'entreprise et la responsabilité civile professionnelle de l'entreprise. La décennale prend les dommages, prend en charge la cause, ce qui n'est pas le cas quand on a un dégât des eaux qui a 10 ou 15 ans. Et l'assureur RC professionnel prend les dommages. L'assurance décennale prend entre 2 et 10 ans. Qu'est-ce qui est de l'ordre de la décennale? Qu'est-ce qui est de l'ordre de la biennale? Alors ça, je pense qu'on peut en reparler une prochaine fois. J'ai pensé que ça serait utile de le faire fin janvier. Absolument. Hein, où on décortiquera ce que c'est que toutes ces garanties. La garantie décennale, la garantie professionnelle et les autres garanties qui vont avec. Voilà. Donc, conclusion, quand on a un dégât des eaux, on prend les mesures conservatoires. On prévient son assureur, on fait l'état contradictoire autant que possible, si c'est concerné, et on demande tout de suite des devis de remise en état. Voilà, donc il faut être prévoyant, il faut relire son contrat, il ne faut pas attendre que l'accident arrive pour pouvoir dire « Ah, j'ai quand même regardé », et puis il ne faut pas avoir peur d'aller voir son assureur, ça ne coûte rien, pour éventuellement modifier son contrat d'assurance. Eh bien, un grand merci à vous, voilà. Louis Gravran, président de la CLCV de Saint-Malo, pour toutes ces précisions. Eh bien, avec grand plaisir. On vous remercie encore une fois pour toutes ces lumières sur ce sujet du dégât des eaux. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année à vous, ainsi qu'à tous les membres de la CLCV de Saint-Malo. Et on se retrouvera donc l'année prochaine. À l'année prochaine, si vous le voulez bien. Avec grand plaisir. C'est la fin de 11-12. Prenez soin de vous.